Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Merci Damien Odoul d'être avec nous pour ce mot à mot sur Des mots de minuit. J'ai sous les yeux au cahier dessiné Résurrection permanente d'un cinéaste amoureux, avec des dessins de Noyau et une préface d'André-Sylvain Labarthe. Vous êtes poète, vous êtes cinéaste. Pourquoi le dessin et pourquoi avoir eu l'envie dans ce livre de repasser vos films au crible du dessin et d'un nouveau commentaire? Oui, disons que je trouvais intéressant de pouvoir figer l'image finalement, d'être passé par cette image mouvement et puis de retourner à la genèse, au photogramme. Alors je trouvais intéressant que par rapport à la rencontre avec Noyau, avec ce dessinateur, qui est quelqu'un qui a commencé à regarder mes films, et puis petit à petit, nous avons discuté, puis je lui ai dit, écoute, maintenant c'est à toi de choisir. Donc il a revisionné, et puis là, à partir de là, il a choisi des photogrammes, et puis il a commencé à les dessiner. Et je pense que c'était important justement de quitter le 24 images secondes ou 25 images secondes et de revenir à une seule image et de refiger tout ce travail que j'ai fait sur 27 années, de retourner presque à l'idée du tableau, de la photographie et de l'instantané arrêté. Comme ça. Le mot Alors, par rapport à ce que vous dites, le mot suivant serait temporalité. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de s'arrêter? Donc d'arrêter l'image, mais aussi vous, j'imagine, de vous arrêter. Oui. Ce besoin, vous savez, je pense qu'en ce qui me concerne, depuis le début, j'ai mis un peu ma peau sur la table dans ce travail. Donc forcément, c'est difficile d'être tout le temps dans quelque chose, dans l'action constamment. Et puis je pense que, j'ai l'impression qu'il y a 3 longs cycles de 9 ans qui sont passés. Et puis je me suis posé beaucoup de questions. Mon dernier tournage a été quand même très difficile pour moi. Et après ça, j'ai connu en effet comme une espèce de dépression. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire ce texte. Et donc d'une certaine manière, comme vous dites, je me suis arrêté. Et en même temps, j'ai arrêté les images, j'ai arrêté ce tournoiement. Ce texte que vous écrivez pour ce livre, qui est un texte qui termine ce livre, qui est extrêmement poétique, mais le mot suivant est Ingmar. Ingmar. Parce que dans ce texte-là, et vous êtes poète aussi par ailleurs, hein, vous avez en Avignon récité votre poésie, donc vous dites ceci: je connaissais les affres de la dépression, ça tombe bien, vous venez d'en parler, mais un Ingmar à 22 pétantes, à 22 heures pétantes, ça me redonnait courage. Ingmar, donc c'est du Bergman, oui. Donc vous êtes dépressif, on est certes après Chien et Loup, puisqu'on est à 22 heures, mais en même temps, vous regardez Bergman. Est-ce que c'est... Oui, devant l'heure du loup. Oui, donc on reviendra sur le loup après, parce que c'est aussi des choses sur lesquelles vous avez travaillé, mais je me dis que c'est Bergman comme l'Exomile, c'est pas formidable quand même. Non, mais vraiment, c'est une plaisanterie. J'entends bien. Voilà, donc non, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais peut-être 25 ans. Il y avait ce cinéma du quartier latin dans lequel je m'engouffrais à 22 heures. On était 2 ou 3 maximum dans cette salle. Et j'ai pu voir tous les Bergman à cette époque-là. Un cinéaste que je ne connaissais pas finalement, ou peu.
Et donc voilà, il y avait quelque chose en même temps qui me redonnait aussi courage, parce que chez lui, pour le coup, je me rendais compte que c'était un cinéaste, il avait beau être aussi, lui, un grand dépressif et traiter de sujets plutôt sombres, mais il arrivait à quand même faire une mise en scène au théâtre tous les hivers et un film tous les étés. Et je me disais, quelle chance d'avoir ce rythme-là, qui était finalement un rêve pour moi. C'était de me dire, si je pouvais, j'aimerais connaître ça. C'est-à-dire, à l'époque, revenir au théâtre un peu et puis pouvoir tourner un film par an avec une équipe proche tous les étés. On peut dire que vous l'avez connu, ça, un peu. Vous arrivez à peu près, quand on regarde votre parcours, à réussir cette présence, en tout cas. Pas vraiment. Il y a quand même des moments où il y a des trous. Ah oui, il y a des vrais trous. Ouais. Votre texte a pour titre « Je laisse le fiel et vais vers les doux fruits ». Oui. Donc, on se dit que vous êtes en voie de guérison. Oui. Dans ce texte, dans les premières pages, je lis cette chose « Douleur d'une enfance que je n'ai pas eue ». Enfance. Oui. Ah oui, non, mais c'est certain que tout part de là. Mais oui, l'enfance, ça a été, oui, c'est compliqué, quoi. Et donc peut-être l'enfance que je n'ai pas eue, certainement très vite j'ai fait travailler cet imaginaire, quoi. Enfin très vite. Enfant et puis surtout adolescent où j'ai commencé à écrire, parce que c'est ce que j'ai fait en premier, vers 13 ans, où j'ai écrit les premiers poèmes. Ouais. Et puis à 14 ans, après, j'ai eu la chance qu'on me prête un appareil photo et puis j'ai commencé à faire des photos. Donc on pourrait dire que c'est la genèse, puisque je cadre tous mes films et que je suis resté très lié au cadre, à la photographie et à la caméra. Vous parlez de jeunesse. Un peu plus loin, on trouvera l'autodestruction qui me ronge. Le souffle est un de vos premiers films. Mon second. Hein, mon premier, c'est Morasex avant. Voilà. Hein, et le souffle, le souffle dont on va voir un extrait est un film en noir et blanc. Ça se passe à la ferme. On est dans des logiques d'initiation. Hein, d'une jeunesse en train d'arriver dans des comment dirais-je, dans un lieu qui est pas forcément évident pour être jeune et adolescent. Qu'est-ce que ça dit de votre vie à vous? En quoi est-ce que c'est autobiographique, autrement dit? Parce que disons que j'avais 2 oncles comme ça, dont un qui vivait justement dans une ferme, et je passais beaucoup de temps avec eux à cette époque-là. Les vacances d'été, et puis dès que je pouvais. Donc en même temps, attention, il y a aussi un attachement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement, ça n'a pas été simplement une initiation entre guillemets violente, et il y avait aussi, c'est peut-être ce qui fait aussi mon rapport au cinéma et surtout aux non-professionnels et à ceux que j'ai pu employer. J'ai toujours employé des gens que j'ai aimés. Je n'ai pas fait comme certains cinéastes qui sont très souvent dans la moquerie ou qui filment des gens qu'ils ne connaissent pas. Moi, c'est vrai que ces gens-là étaient, je dirais, ma première famille. Et c'est important. Oui, d'ailleurs, vous dites à un endroit que vous préférez travailler avec des amateurs que des professionnels, même si vous avez des castings classiques pour d'autres films. Oui, j'ai eu aussi des castings classiques. Des gens. Thierry Richard, Laetitia Casta, des gens de. Magimel. Oui, aussi. Voilà, donc le souffle, extrait. Je représente tous les bad boys. Pourquoi t'es pas mon père? Bête de style, bête de freestyle. Parce que je suis ton oncle. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais je le vois pas, et toi je te vois. Peut-être, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, pour le méchoui, on va te laisser boire. Entre hommes. Il faudra pas te vanter de ce que t'auras fait. Je vais me casser d'ici. Revisitant en images arrêtées
le souffle. Je trouve cette formule avec l'enfant qui se prend la tête, l'ado qui se prend la tête. Je suis un loup. Le mot suivant est loup. Oui, j'ai un attachement à cet animal, depuis ma plus tendre enfance. J'en avais pas peur, moi, enfant. Donc, et puis, de toute façon, j'ai eu un rapport très fort aux animaux, que ce soit aux animaux de la ferme, que ce soit... Ça, c'est évident. Mais après, le loup... Vous en avez fait un film, La richesse du loup. La richesse du loup, oui, qui était... Alors bon, je dois avouer qu'en fait, c'est que j'ai appris que mon nom, Odoul, est un nom germain du XIIIe siècle qui veut dire Old Wolf. Donc, ça vient de là, en fait. C'est que ça signifie la richesse du loup. Voilà. Donc, et ce film-là, justement, c'est un film que j'ai fait dans une période très, très compliquée, puisque je suis aussi... je traverse un moment très compliqué. Voilà. Il y a un mot que je voudrais vous soumettre, que je trouve au travers de 2 dessins sur le film Errance. Donc c'est un film de 2002, alors on parlait de Magimel de Casta, justement, c'est ce film-là. Et il y a 2 dessins. Et donc, je vous soumets le mot dans une seconde, mais je vois 2 images. 2 hommes se battent sur une plage et il est écrit dessous. Dans le fond, je me demande, celui qui a des couilles, c'est celui qui se tait ou c'est celui qui l'ouvre? Celui qui se tait ou celui qui l'ouvre? Et sur la page d'en face, il l'a coupé en 2 comme une pastèque, il s'est ouvert comme un livre. Et je trouve que le mot que j'ai envie de vous soumettre ici, c'est paradoxe. C'est-à-dire que dans une proposition, il y a forcément une alternative. Enfin, il y a forcément l'alternative toujours. Toujours, oui. Vous fonctionnez en alternative. Constamment, oui. Oui, c'est mon cinéma, enfin ma poésie aussi tourne autour de ça. Mais pourquoi? Alors ça vous sauve, ça, c'est... Alors, non, c'est pas que ça me sauve, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin, je crois, en ce sens, j'aime bien cette idée, dans le Tao, justement, chez les taoïstes, cette idée de yin et yang que je comprends bien, finalement. Et j'ai l'impression que j'ai toujours cherché, même quelquefois en étant dans des sujets graves ou dans des films plutôt dramatiques, j'ai toujours cherché à contrebalancer avec du burlesque, avec des choses très décalées. C'était... Je dirais que c'était naturel chez moi, vous voyez, c'était pas quelque chose, c'était pas non plus, je passais pas par une réflexion intellectuelle, j'étais vraiment dans quelque chose qui venait, c'était un instantané, j'avais besoin tout le temps de mélanger ces deux, et puis parce que je pense que je suis aussi, je suis fait de ça, c'est-à-dire que je suis aussi quelqu'un qui peut être grave, mais aussi très joyeux, je dirais que j'ai un pessimisme joyeux. Vous avez fait un... Comment, je ne sais plus, j'ai plus le titre, mais vous avez fait du burlesque aussi. Oui, bien sûr. Oui, 2 courts-métrages. C'était Magique. Magique. Ouais. Magique, c'était 2 courts-métrages. Et Pierre Richard, d'ailleurs, avait écrit un petit texte dessus. Il y a une formule qui m'est venue au travers... on va les regarder. C'est votre dernier film, c'est La Peur, La Guerre 14. Beaucoup de mes confrères critiques ont dit que c'était sans doute une manière extrêmement personnelle, singulière de parler de la guerre 14, tellement vous nous mettez dans la tranchée avec ceux qui y sont. Il n'y a pas de possibilité d'être en arrière, on est dedans. Et puis je pense à La Maison des Morts, qui est là pour le coup un court-métrage. Court-métrage, c'est un court-métrage. Documentaire. Presque documentaire, c'est un court-métrage documentaire. Oui. Et je me disais qu'on trouvait dans ces 2... Il y a une manière de filmer. Alors on regarde 2 courts extraits de La Peur, c'est un film, et de La Maison des Morts, c'est un documentaire. Qu'avez-vous fait au front? Vous êtes battu? Ça dépend ce qu'on appelle se battre. Allez, répondez. Ce qu'on m'a commandé, strictement. Vous n'avez jamais vu d'Allemand en étant en première ligne? Je n'ai jamais vu d'Allemand vivant. Alors qu'avez-vous fait? Je vais vous dire la seule occupation qui compte à la guerre. J'ai eu peur. Soldats de la République! L'heure est venue d'attaquer pour vaincre! Vous irez à l'assaut tous ensemble!
pas que tu partes. Allez-y de plein cœur pour la délivrance du sol de la patrie. Le triomphe du droit et de la liberté. Je marchais le jour, la nuit, sans savoir où j'allais. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu froid, j'ai eu peur. Cane de Paris! Io sono smettellenza! Erika! Io vedo. Ah? Bisogna segnare cose, ma le cose nella busciata. All'oregna ristrasò, album le giovani. Io al mio smaletta. Ma lei tedesco di cosa? Prego. L'expression que j'ai envie de vous proposer après avoir vu ces deux extraits, où on voit la personne comme ça, c'est l'idée de l'ombre portée. Je trouve que quand on voit vos personnages, que ce soit chez les Suisses, dont on ne sait d'ailleurs pas ce qu'ils disent, puisque... Non, c'est le pays romanche, ils parlent en romanche. Ils parlent en romanche. Et c'est dans les Grisons. Et donc, c'est pas sous-titré, mais je veux dire que quand on voit le personnage de la peur, donc cet homme qui... Ce jeune homme. Qui est dans les tranchées et qui subit cette guerre épouvantable, quand on voit les visages qui parlent en romanche, c'est l'ombre portée, c'est-à-dire que, comme spectateur, quand je vois le visage, je vois forcément ce qu'il y a derrière, même si c'est un inconscient, même si c'est un contexte, mais je vois toujours double, enfin, même si vous cadrez net, hein. D'accord. C'est l'idée de l'ombre portée. Qu'est-ce que vous faites avec cette idée de l'ombre portée ? Oui, alors c'est intéressant. D'ailleurs, je suis agréablement surpris que vous ayez regardé La Maison des Morts, parce que évidemment c'est un tout petit court-métrage et voilà. Et c'est vrai que dans La Maison des Morts, par exemple, ces hommes-là, dans ce bar de ce village romanche, ces hommes-là sont dessinés. Il y avait avec moi un ami à moi qui était en train de les dessiner. Et c'est très intéressant parce que petit à petit, alors qu'au départ, j'allais voir ce qu'ils appellent la Maison des Morts, c'est-à-dire un lieu qui, dans le village, est une maison qui a été faite d'ailleurs par un architecte romanche, qui est la maison où on passe les 3 jours et les 3 nuits de deuil avec le mort. Et j'étais parti pour ça. Et puis finalement, on a fini au bistrot et à boire des bières avec ces hommes-là, ne comprenant absolument pas le romanche. Bon, évidemment, même si c'est une langue latine, et il y avait quand même des choses, voilà, des sons, voilà, un peu italiens comme ça. Et c'est vrai que d'un seul coup, d'être dessiné, ça, vous voyez, par rapport, ça fait un vrai lien avec ce livre, justement. Livre, et d'autant qu'il est suisse, qui s'appelle Noyau. Bon. Oui, et puis Noyau est suisse, mais il est neuchâtelois, pour être exact. Mais c'est vrai que, et par rapport à la peur, évidemment, quand vous me parlez d'ombre et de double, c'est quand même quelque chose chez moi qui revient très souvent. Et c'est évident que je dirais que c'est finalement le rapport à l'illusion. Le réel et l'illusion, constamment. Et j'ai l'impression que c'est ça, à travers ces hommes, c'est ce qu'on voit. C'est qu'il y a une réalité, et pourtant,
il y a à l'intérieur quelque chose qui... J'ai pas fait exprès, j'ai pas cherché, mais vous relisant ce matin, je suis retombé sur une phrase que j'avais encadrée, qui me semble faire écho à ce que vous venez de dire. C'est à propos du souffle. Vous dites ceci: le cadre, c'est percevoir l'intérieur et confirmer les bords. C'est l'illustration parfaite de ce que vous venez de dire. Parlons du cinéma. Ceci, parce que vous êtes radical dans la perception que vous avez du cinéma en général. Vous dites par exemple ceci: triste comique, quant aux bandes annonces, elles nous racontent le film. Est-ce qu'aujourd'hui le cinéma, une bande annonce suffit? Donc c'est suffisant? Oui, j'ai bien peur, souvent, parce que... en tout cas, voilà, on se rend compte que les gens regardent les bandes annonces et quelquefois, enfin la plupart du temps, maintenant, les bandes annonces racontent le film. C'est-à-dire que très souvent, cette manière que des personnes ont de vous dire j'ai l'impression d'avoir vu le film, il y a quelque chose qui fait peur là-dedans, parce qu'on se dit, bon, à quoi ça sert après de faire le pas et d'aller regarder le film? Encore hier, j'étais dans le métro, je me rends compte aussi d'une génération qui regarde les films sur le iPhone. Ça aussi, c'est quelque chose d'étrange. J'étais debout et il y avait un type assis qui était, lui, avec un très bon casque, son iPhone, et il regardait un long métrage. Il n'était pas en train de regarder YouTube ou je ne sais quoi. Et il regardait ce long métrage. Et là, tout en regardant une jeune femme rentrer dans le métro, regardant ses pieds, regardant sa montre, et tout ça devient, je dirais, il n'y a plus de concentration, il n'y a plus le regard. Et alors peut-être que c'est très bien, ça va peut-être fonctionner, n'est-ce pas? Ça va peut-être être comme certains animaux où on croit qu'ils regardent dans une direction et en fait ils regardent à 360 degrés. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore... On est encore dans un temps passé qui est encore très fort, la salle est encore très présente, mais d'un autre côté, on voit bien que l'image est accélérée. Voilà. Et on accélère le temps du film déjà. On précède son accélération. Il y a quelque chose qui évidemment, il y a un questionnement, quoi. Vous allez me donner ce que vous préférez. Je vous cite un certain nombre de films que vous-même vous citez. Accessoirement, cette phrase qui parle du cinéma et de ce que vous y avez cherché. J'ai cherché à disparaître aux yeux du monde réel, dites-vous un moment. Et ensuite, j'annonce la couleur. Les amants crucifiés, une partie de campagne, il était une fois dans l'Ouest, Derzu Salah, Requiem, Akatone. Requiem pour un massacre. Requiem pour un massacre, pardon, oui. Akatone. Akatone et Nanook l'Esquimau. Qu'est-ce que vous gardez? Ah, là? Oui. Parce que je ne sais pas quel mot vous proposez là, quelle expression vous proposez. Non, mais alors, le chef-d'œuvre d'entre tous... C'est Nanook, oui. C'est Nanook. Oui. Pourquoi? Tout y est. Enfin, c'est le documentaire, la fiction. Pour moi, c'est le film, c'est l'absolu, quoi. Et puis on est avec ce personnage, on a une empathie terrible pour ce personnage principal et sa petite famille. On sait les conditions ont été quand même... Ça a été très dur pour tourner ce film. Flaherty a eu quand même pas mal de déboires. On est dans un cinéma, humain, quoi, où l'humanité est là. Et je sais pas, je veux dire, après, mais attention, dans Derzu Salah, il y a ça aussi, donc il y a une continuité derrière. Oui. C'est évident que... mais c'est vous, quoi. Il était une fois dans l'Ouest, c'est votre premier film. Voilà, à l'âge de 5 ans, j'ai 5 ans, ça, c'est un tout petit peu différent. Ça, c'est quand même très différent, bien sûr, mais je le vois à l'âge de 5 ans. Et il faut voir après, longtemps après, je me suis rendu compte quand même, dans ce film-là, on assiste au meurtre d'un enfant. On ne le voit pas, mais au tout début de Il était une fois dans l'Ouest, il y a ce gamin qui va être tué par ces hommes qui abattent son père devant lui, sa sœur, etc. Et quand même, je trouve, c'est très marquant, quoi, de commencer par ce film-là. Et puis là, pour le coup, je n'avais pas choisi d'aller le voir. Votre manière de penser le cinéma, donc accessoirement, il y a Louis Malk, dont vous dites que c'est un mal-aimé. Le mal-aimé, oui. Ouais, et vous dites aussi, c'est la crise de foi interminable, exacerbée par la peur, mon
dernier film à ce jour. J'ai pensé à devenir kazakh, turkmène ou nicaraguayen, sous n'importe quel drapeau. Un nouveau film nouveau, donnez-moi un passeport kirghize. Peut-être regarderez-vous mes films d'un autre œil. Qu'est-ce que ça signifie, cette improbabilité de l'identité improbable? Non, mais là, je fais aussi une référence à certains festivals et à des gens. Voilà, où... Ce que vous aimez, c'est le cinéma sans canne, quoi. Oui, et avec des béquilles. Oui. Ouais. Donc voilà, là, il y a quelque chose où je me dis... Pourtant, vous avez été primé, quand même. Oui, Donc, oui. Mais à l'étranger, à Venise. Mmh. Non, j'ai eu le prix Jean Vigo, en France, qui est un très beau prix. Mais c'est vrai que... 2015 pour La Peur. Oui. Hein. Et puis, c'est vrai que... Voilà, mais vous savez, à l'époque du Souffle, déjà, quelqu'un m'avait dit, ce film aurait été justement un film kazakh, il y aurait certainement eu plus d'entrées, il y aurait eu quelque chose, même si ça s'était très bien passé pour le Souffle, je m'en souviens. On a notre critique cinématographique sur Des mots de minuit, Rémi Roche, qui en général critique les films kirghizes traduits en ouïghour. Donc, c'est une plaisanterie mise à part. Mais, donc voilà, on connaît bien ça, enfin en tout cas, quel genre de cinéma on veut. On parlait d'images arrêtées. Résurrection permanente d'un cinéaste amoureux. Vous avez eu besoin de figer l'image, de repartir du dessin pour réfléchir à votre cinéma. Il y a une dimension supplémentaire de votre cinéma, c'est le côté... quel est le terme? C'est le côté expérimental. Je cherchais le mot expérimental et je pense à Anima, dont on regarde un extrait. Je vivais au bord d'une mer intérieure. Je rencontrai une femme à deux faces, comme des siamoises, mais d'un seul tenant. Je parlais seulement avec une face, et j'aimais ce qu'elle était, son visage, sa voix. Il y avait aussi quelque chose de monstrueux en elle. À un moment, je passais de l'autre côté. J'allais à la rencontre de l'autre face, elle était encore plus belle. J'avertissais aussitôt la première. Si tu savais le trésor que tu as dans le dos et que tu ne peux voir. Je devenais amoureux de l'autre, que je trouvais plus discrète, plus profonde, plus apaisée. Je décidai de vivre avec cette double face. On attendait que des riches que nous ne pouvions voir nous lancent des pièces d'or. Avec ma double femme, nous allâmes à la nage repêcher les pièces. Elle m'expliqua que cela suffisait pour manger et boire jusqu'au lendemain où il faudrait de nouveau recommencer. Tout cela sans effort, malgré la présence angoissante des riches que l'on ne voyait pas. Je me sentais serein avec ma nouvelle double femme. Nous pouvions vivre comme ça jusqu'à la fin de nos vies. Au fond, je trouvais que ça suffisait largement. Un peu d'amour, un peu de nourriture, et la liberté d'aller nu au bord de l'eau. Double face, double femme. On parlait tout à l'heure de paradoxe, mais par rapport à cette manière de filmer et de poétiser, c'est vraiment l'idée de l'expérimental. Donc le mot est expérimental. Oui, mais c'est rare chez moi. Ouais. Je peux pas dire que je sois un cinéaste expérimental. Et puis là, on parle vraiment de mon dernier court-métrage. Je pense que c'est le plus court, il fait 2 minutes. Et c'était un chant d'amour, quelque part. J'avais fait un chant de deuil avant, puisque j'avais un court-métrage qui s'appelle Elegeia. Et puis là, c'était un chant d'amour. Et, mais je dirais pas... C'est pas... J'ai jamais, vous voyez, fait la différence entre ce que je pouvais faire dans le cinéma dit plus traditionnel et des expériences comme celle-ci. Outil, le mot outil et conditions de travail, qu'est-ce qui vous caractérise dans la manière de tenir une caméra?
Déjà, je la tiens, c'est-à-dire que, à la différence de la plupart des réalisateurs, je suis derrière l'œilleton et jamais derrière un écran ou un combo ou un retour. L'outil, je ne m'en sers que lorsque je tourne, c'est-à-dire que je n'ai aucun rapport avec la technique en dehors de mes tournages. Ça, c'est très important. Et au moment du tournage, il se passe quelque chose d'étrange. En même temps, heureusement, il y a des assistants, il y a des gens qui sont là pour m'aider. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je récupère la caméra, comme si, quelquefois, je m'en suis pas servi pendant 2 ans, 3 ans. Et puis, le geste se continue. Et quelquefois s'amplifie. J'ai encore deux ou trois mots pour ce mot à mot. Le mot handicap, je pense à Enfant de sourd, à Ça roule Andy. Enfant de sourd, c'est le film de ma compagne, ouais. Marie-Ève Nadeau, ouais. que j'ai produit, entre guillemets. Ouais. Mais c'est un très très beau film que Marie-Ève avait tourné entre le Canada et la France. Ou Folle Parade. La Folle Parade, ça, je l'ai tourné, oui, à l'époque en Lozère, dans mon pays natal, lors d'une fête qui a lieu tous les ans en Lozère et où les centres d'handicapés mentaux de la région se réunissent dans un village. Et c'est une journée de fête pour les... Et il y avait Silvar aussi. Hein. Alors Silvar, et en ce moment, il y a donc une exposition à la galerie Christian Berst, la galerie de l'Art Brut à Paris, et on présente le travail qu'on a fait avec 5 artistes belges handicapés qui travaillent dans des centres différents en Belgique et qui sont venus lors d'une résidence où nous les avons invités dans une forêt à travailler avec la forêt. Pourquoi cette invitation ? C'était très important pour moi, parce que ce rapport, justement, dans mes films, vous vous souvenez quand même, dans pas mal de mes longs métrages, il y a la figure, entre guillemets, du simple, donc qui revient, qui est récurrente, et c'est sûr que depuis enfant, on parlait du loup, mais il y a aussi le rapport au handicap. Très tôt, j'ai eu la chance de rencontrer des trisomiques, et enfant, je sais que je me sentais souvent bien plus heureux avec des gens qui avaient un handicap qu'avec, soi-disant, les normaux. Vous avez dit « j'ai eu la chance », j'ai entendu. La dernière expression, c'est le retour du réel. Enfin non, il y aura deux choses. Hein, bon, mais c'est le retour du réel. Je vais vous montrer le préfacier de votre livre. C'est Labarthe, donc grand critique de cinéma, grand connaisseur du cinéma. Je voudrais vous le montrer. Il était un jour invité chez nous. Et la proposition que je vous fais, le mot que je vous propose, c'est le retour du réel. Regardez. D'accord. Quel est votre objet ? Mais justement, c'est ça. C'est un truc que je ne comprends pas. J'étais sûr on allait arriver. C'est un truc que je ne comprends pas. C'est des choses. C'est une des boîtes, j'en ai plein comme ça, où je mets dans des petits paquets comme ça des choses. Mes ongles. Quand je me coupe les ongles, je les enveloppe et je les mets là-dedans. Alors il y a la date. Je mets la date, alors par exemple là, 29/9/06, ça c'est un des derniers. Alors il y a marqué les 2 pieds, les 2 mains. Parce que quelquefois il y a une main, quelquefois il n'y a que les pieds. Et je les mets là-dedans. Vous pensez que c'est grave ? Je ne suis pas docteur. Mais, non, et puis je ne sais pas pourquoi, hein, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pas aussi intéressant que les gens qui notent, qui tiennent un journal. Qui collectionnent leur chewing-gum. Il y a eu des artistes qui ont exposé là-dessus. Docteur Odoul, c'est grave. Ah oui, non, mais connaissant bien André, en plus, ça me fait rire de le voir sortir sa boîte sur votre plateau. Mais non, ça me fait penser à l'art brut. Là, par exemple, on pourrait presque penser à une œuvre d'art brut. Bon, après, André, à la différence... il a un rapport à la culture, mais quelque part, on peut retrouver chez les artistes de l'art brut cette espèce de besoin de garder des choses précieuses qui appartiennent à leur corps ou au corps de l'autre. Et je trouve qu'il y a un vrai lien. Post-scriptum, à la préface qu'il écrit de votre livre avec Noyau. Un mot encore, dit Labarthe. Personne, à ma connaissance, n'a eu le courage de dire et d'écrire noir sur blanc, ce que vous faites, vous, dans
dans ce texte, hein, comme le fait O'Doul, son aversion pour le cinéma mafieux de Scorsese. Alors, on va terminer avec cette expression-là, et comme il faut un paradoxe, on va dire mafieux et non mafieux. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma mafieux? Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma qui ne l'est pas? Alors bien sûr, là je fais référence aux films, les films de Scorsese autour de la mafia italo-américaine, et c'est sûr que moi j'ai toujours été dérangé par ces films-là, et pourtant autour de moi il n'y avait que des gens qui complimentaient, qui trouvaient ça extrêmement intéressant et troublant et je ne sais quoi, et violent, mais en même temps on s'encanaille à regarder cette violence-là. Moi, je l'exècre. Et c'est quelque chose qui, en effet, me dérange énormément parce que pour moi, c'est une apologie. Justement, une apologie du crime et de ce côté mafieux qui me dérange énormément. D'ailleurs, le côté clanique me dérange énormément, et que ce soit, d'ailleurs, dans le texte, je parle des petites baronnies, je parle des clans, et je sais que personnellement, je n'ai jamais d'ailleurs appartenu à un clan, ni à une quelconque mafia. C'est peut-être bien hein, de ne pas appartenir à une mafia. Allez, un dernier mot pour la route. Barbiche. Une barbiche. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai en ce moment. Bah, je sais pas, la caméra doit deviner à peu près quelques poils. Oui, c'est parce que là, depuis, écoutez, je suis... Vous êtes à la mode? Non, je suis allé en Iran. Et puis, en fait, j'ai gardé, j'ai laissé pousser. Et puis voilà, j'ai gardé ce... Moi, j'ai presque pas... Vous voyez, j'ai pas de... Vous êtes imberbe. Là, je suis quasi imberbe. Donc ça met à peu près 3 mois. Et donc, depuis l'Iran, j'ai gardé... Alors, je rajoute un mot, c'est Iran. Iran. Ah, c'était assez formidable. Ouais. J'ai fait des rencontres. Non, j'avais envie... Travailler ? Oui, j'aimerais bien faire quelque chose là-bas. Oui. Et j'ai rencontré une productrice, quelqu'un d'assez formidable qui avait produit La Séparation. Et qui s'appelle Négar. Et nous allons peut-être travailler ensemble sur un documentaire là-bas. Merci Damien O'Doul. Merci à vous.